Bonjour à tous. Un nouveau décret réorganise le secteur des funérailles au Bénin. Signé depuis le mois dernier, il a fait le tour des réseaux sociaux. Seulement hier et ce matin à la une des quotidiens et dans leurs colonnes, nous allons découvrir très sommairement tout à l'heure les aspects qui auront retenu l'attention des publications dans leur production de ce mercredi matin. Ce sera d'ailleurs le sujet principal au menu de ce numéro de votre matinale, puisqu'après la une des journaux, nous allons échanger à ce propos avec un sociologue, Dr Raymond Assogba, est spécialiste de la boologie, une nouvelle science qui relève la logique de la pensée traditionnelle et les approches et conceptions religieuses et culturelles endogènes. Nous donnerons notre avis, il nous donnera son avis sur deux aspects à découvrir tout à l'heure. Lors de nos débats, nous allons aussi évoquer le sujet, mais surtout nous attarder sur les aspects les moins initiatiques comme l'intérêt d'une réorganisation de ce secteur, la sécurité alimentaire, environnementale, physique, humaine, sanitaire et sociale autour des activités des différents corps de métier autour de la mort au Bénin. Les débatteurs seront là dans 1 heure de temps environ. Merci d'être là. Premier rendez-vous sur Actu Matin, la une des journaux Fraternité qui ouvre le bal, secteur funéraire au Bénin, des réformes, oui, l'application surtout. Dr Marx a Poto à propos de l'hydratation du corps, boire tant que l'organisme en a besoin. Sans eau, nous n'avons pas de vie. L'autre quotidien baccalauréat 2024, les résultats disponibles dès ce jour. Matin libre, fête de l'indépendance, grâce présidentielle 2024. Comme en 2023, c'est demandé le journal qui met l'accent sur l'urgence de désengorger les prisons du Bénin. Réglementation du secteur funéraire au Bénin, tout ce qu'il faut savoir. 15 jours pour récupérer les corps abandonnés. Libération, vision nationale 2060, des perspectives pour le bien-être des population béninoise. Et puis baccalauréat 2024, la première délibération prévue pour aujourd'hui. Le potentiel confiscation de la carte d'identité d'un candidat au CEP 2024 dans la Donga. Djougou, le directeur de l'EPP Timba, déchargé pour légèreté. Cet instituteur réclamait 2000 francs CFA restants des frais de dossier de candidature de l'écolier. L'écolier candidat n'a pas pu composer. En tout cas, pour cette session de juin 2024. Nous sommes avec le télégramme à présent, ouverture de morgue et funérarium au Bénin. Voici le décret qui réglemente les activités funéraires, interdiction de fabrication de secteurs en matériaux non biodégradables, l'entrée dans les cimetières interdite à certaines personnes. Qui sont-elles? Le journal vous les propose et propose leur identité. Le matinal réglementation du secteur funéraire au Bénin, ce que prescrit le nouveau décret, l'inhumation fixée à 30 jours après le décès, la fabrication de cercueils réglementée, la crémation désormais possible, mais à condition. Dabarou Info, retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO. Les peuples, les grands perdants. Décryptage info, développement durable, repenser la gestion des migrations irrégulières en provenance d'Afrique. Voici chez vous ce matin dans ce quotidien secteur funéraire, tout comprendre de la réforme. Défi info à propos des corps abandonnés, 30 juillet au plus tard pour débarrasser les morgues. Le journal propose à lire le communiqué conjoint des ministres de la Santé et de la Justice. Et là, nous sommes avec la Nouvelle Gazette, décision numéro 24-029 du 27 juin 2024. La HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, publie la liste des journaux ayant eu l'existence légale au Bénin. Nous passons à Fraternité pour la deuxième lecture ce matin. Secteur funéraire au Bénin, des réformes, oui, l'application surtout. Et puis, Dr Mars à Poto à propos de l'hydratation du corps. Boire tant que l'organisme en a besoin. Sans eau, nous n'avons pas de vie.
Et voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des journaux parvenus à la rédaction de Canal 3 Bénin ce matin. Vous avez à l'intérieur du journal Fraternité, par exemple, notamment en sa page 2, ces conseils du docteur Massa Koutou, déjà annoncé à la une de la publication de Bénotin. Il faut boire beaucoup d'eau tant qu'on en a besoin dès le lever du lit le matin. C'est déjà des conseils donnés par, je dois dire, le spécialiste. Alors, lisez un peu l'article pour prendre soin de votre organisme et surtout éviter de tomber malade par faute d'hydratation de votre organisme. Autre élément qui pourra vous intéresser, c'est le sujet évoqué par la plupart des publications ce matin. Cela a trait justement à ce décret publié récemment au Bénin qui concerne le secteur funéraire, donc au Bénin. Des réformes, oui, l'application surtout, c'est ce qu'attend Fraternité. Parce que oui, des réformes, on en a fait un peu partout, mais est-ce que ça suit? Est-ce que le rythme de l'application suit? C'est la question que s'est posée donc le journal qui paraît à Bénotin et qui exhorte vivement les autorités en charge donc de l'application des lois au Bénin à veiller surtout au respect scrupuleux des conditions fixées par ce décret-là. Alors, de quoi retourne donc le test publié qui fait objet des publications de ce matin? Fraternité vous propose l'intégralité du test dans cette colonne ce matin. Appelez votre livreur, il va passer chez vous ou allez directement sur le site internet du journal. Allez, informez-vous. Allez, on va passer maintenant au bulletin de l'information avec Teddy Goudalo. Teddy, bonjour. Tanguy, bien bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, on va parler aux téléspectateurs de la 12e édition des Rencontres Africa. Les travaux sont officiellement lancés hier au palais des congrès de Cotonou. Cela mobilise plus de 80 décideurs français, des maires et préfets du Bénin, ainsi que plusieurs entrepreneurs. On vous dira un peu plus de détails tout à l'heure. Et puis le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a franchi le mois dernier un pas dans son processus d'opérationnalisation. Jacques Migan, que vous avez à l'écran, a été nommé premier responsable de l'entité basée à la présidence de la République le 12 juin passé en Conseil des ministres. Alors, quelles sont les attentes de la société civile béninoise vis-à-vis de cette institution? William Cliquant, l'homme du droit, sur Canal 3 Bénin, est allé à leur rencontre. Il nous a fait un petit compte rendu que vous allez suivre dans ce bulletin de l'information. Voici le mini-journal. Dit, le Bénin accueille depuis hier mardi la 12e édition des Rencontres Africa. Tanguy, l'événement mobilise à Cotonou, sinon au palais des congrès de Cotonou, plus de 80 décideurs français, des maires et préfets du Bénin, ainsi que plusieurs entrepreneurs. Comme vous le constatez à travers ces images, les rencontres se sont ouvertes par des panels de discussion. Le Bénin, dans un contexte de croissance rapide, s'est mis depuis quelques années déjà en ordre de bataille en misant sur la transformation et sur la valeur ajoutée. La ministre de l'Industrie et du Commerce, Chadia Assouman, l'a souligné lors du panel débat d'ouverture de ces rencontres. Nous allons suivre un extrait de son intervention. Elle est au micro de Esther Tofa et Rachidi Soubero. Ce que nous mettons en place au Bénin, ce n'est pas que pour nous. Une fois de plus, quand on parle des sports, quand on parle de francophonie, si c'était que pour 12 millions d'habitants, je crois qu'on ne serait pas là. On n'aurait pas mis en place, on n'aurait pas eu cette association-là, on ne se serait pas retrouvé aujourd'hui. C'est justement parce que vous êtes un marché pour le Bénin, vous êtes un marché d'ailleurs pour l'Afrique de l'Ouest, et je pense que le Bénin aujourd'hui est un hub qui agrège un peu tout ce qui se passe autour de nous à travers justement ce qui a été entrepris depuis 2016. Nous avons beaucoup de jeunes, nous avons beaucoup d'opérateurs économiques, beaucoup d'initiatives qui ont besoin d'un accompagnement technique. C'est ce que nous attendons d'eux, justement de pouvoir, à travers les échanges que vous allez avoir tout au long de la journée et également demain, le forum des entreprises, pouvoir nouer des partenariats techniques. Surtout, c'est de ça que nous avons besoin parce que la matière première, nous en avons à revendre. Et notre politique aujourd'hui, le Bénin n'est plus un pays exportateur de matières premières. Le Bénin devient un pays exportateur de produits finis et semi-finis. Donc aujourd'hui, nous attendons donc de nos partenaires un partenariat où nous transformons à minima nos produits.
Il faut le souligner, ces rencontres se tiennent en marge de l'Assemblée générale de l'Association internationale des régions francophones au Bénin. Autre actualité, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a franchi le mois dernier un pas dans son processus d'opérationnalisation. Jacques Migan a été nommé président, sinon premier responsable de l'entité basée à la présidence de la République le 12 juin 2024, passé en Conseil des ministres. L'avocat et ancien bâtonnier doit pleinement actionner la machine de la prévention de ce fléau. Il est attendu sur le chantier de l'approche de prévention de la corruption selon les droits humains, puis tant que force de proposition comme le veulent ses attributions. C'est la principale attente de la société civile. Ils se sont confiés à William Cliquant. La création du Haut Commissariat à la prévention de la corruption répond à un engagement du Bénin, parti à la Convention des Nations Unies sur la corruption. La loi 2020-9 du 23 avril 2020 portant création de cette entité consacre en son article 2 plusieurs missions et attributions à cet organe. La prévention du fléau, la détection des procédures susceptibles de faire le lit à cette pratique, la vulgarisation des textes, l'émission d'avis, de recommandations et bien d'autres. Un pas de plus dans la lutte contre la corruption au Bénin. Dans la chaîne de la lutte contre la corruption, il y a plusieurs maillons importants. Nous avons la prévention, nous avons la détection, nous avons la répression, nous avons ce qu'on appelle la réparation qui comprend le recouvrement, nous avons la coopération. Il faut que les États, puisque c'est un phénomène planétaire, il faut que les États coopèrent pour combattre ce phénomène. Donc pour vraiment un bon programme de lutte contre la corruption, la prévention c'est très important. Les chiffres démontrent à travers le monde que moins d'1% des actes de corruption sont découverts. Prévenir ce mal d'intimité est donc un grand défi avec plusieurs approches, dont celle des droits humains. Les gens pensent en réalité que prévenir la corruption, c'est éditer cette loi par exemple, la vulgariser, ou c'est créer un accès au service de plainte, de corruption, tout ça là. Non, 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 non. Depuis 2015, où nous parlons d'ODD, avec en ligne de 2030, et suivant la BDH, prévenir la corruption, c'est beaucoup plus en fait, c'est-à-dire créer un environnement très peu propice à ce qui est prévu, qui doit être fourni comme service, c'est-à-dire soit distrait, ou soit fourni au rabais, ou soit fourni au rabais en quantité ou en qualité. Et créer cet environnement propice là rentre dans une nouvelle approche de gouvernance publique. Et là, cette loi prédispose le haut commissaire à être un acteur de proposition, à être un acteur, c'est-à-dire engagé auprès des institutions. Il a un agenda très lourd, qui devrait davantage le président capitaliser, tant ce qui est la société civile, nous qui y travaillons depuis des années, tant ce qui est au niveau des communautés à la base. Depuis la création de la CRIET en 2018, le Bénin a gagné 7 points dans l'indice de perception de la corruption, au moment où d'autres États de la sous-région ont doublé cette performance courant la même période. Jacques Migan, nommé haut commissaire, 4 ans après la création de cet organe, dispose d'un éventail d'attributions permettant d'actionner plusieurs leviers. On dit souvent que la corruption, c'est une frasque qui se déploie en une fresque. C'est-à-dire, ce n'est pas un seul fait, c'est plusieurs faits qui constituent la corruption. Nous avons les actes typiques de corruption, nous avons les infractions connaissant la corruption, que sont par exemple le détournement, l'enrichissement illicite, le trafic d'influence. Donc c'est beaucoup de choses. Et ces choses-là, il faut les faire connaître pour que les gens puissent savoir ce que c'est et pouvoir prévenir et combattre. Donc, il y a du travail, information, formation, éducation, communication, mais c'est aussi de l'évaluation. Et je suis très content que dans la loi sur le Haut Commissariat, il est prévu que le Haut Commissaire s'occupe de l'évaluation des instruments de mise en œuvre de la lutte contre la corruption. La prévention, c'est aussi la mesure de la corruption. Un organe comme le Haut Commissariat doit pouvoir nous dire chaque année quel est l'état de la corruption dans notre pays. Le Bénin ne dispose pas jusque-là d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Le haut commissaire est donc aussi attendu sur la question de l'animation du débat général autour de ce phénomène.
À l'instant, William Cliquant et Elvis Tonoucoin. Autre actualité, l'univers béninois de la littérature a enregistré une nouvelle naissance. L'essai politique de Wilfrid Olatedjo a été officiellement lancé à Cotonou. L'ouvrage retrace les faits marquants de la gouvernance du président Patrice Talon de 2016 à nos jours et met en relief les limites du pouvoir en place dans la perspective des élections générales de 2026. Compte rendu, Hugues Venyingbe. Pour sa sortie officielle, Wilfrid Olatedjo lance son premier essai politique. Cet observateur très assidu et très critique de la vie politique de son pays a bien voulu faire une radioscopie de la gouvernance de Patrice Talon qui boucle bientôt 10 ans à la tête du Bénin. Il veut aussi mettre à disposition de ses compatriotes des indicateurs pour mieux apprécier les résultats au-delà de toute considération politique et partisane. C'est la première fois qu'un livre qui est un essai politique sur la gouvernance Talon n'est pas laudateur. Il est impartial. Je vous dis sincèrement que c'est un livre totalement impartial. Ça n'a rien à voir avec de l'opposition, la mouvance. Les talons d'Achille de Patrice, titre de l'ouvrage, est écrit dans un langage simplifié et une quinte d'humour. C'est une pieuvre qui s'ajoute à celles qui ont été déjà consacrées au président, même si cette fois-ci l'œuvre a une empreinte plus critique. à cette fin de mandat, notre cher président Talon, les faits, ce n'est pas moi, ce n'est que les faits qui nous le rappellent, ont mis sur son chemin un certain nombre de faiblesses qui lui serait très difficile de résoudre dans la perspective de 2026. Il y en a un inédit. C'est ce qui s'est passé au Sénégal il y a 6 mois. Un autre, parmi les 8, c'est ce que j'appelle moi personnellement le blocus de Niamey. Le blocus de Niamey est une faiblesse. Je ne vais pas tout vous évoquer ici. Je vous invite à lire ce livre. La présentation de l'œuvre a été suivie d'un moment d'échange entre l'assistance et l'auteur. Occasion pour lui de répondre à quelques questions relatives, notamment à ses réelles motivations. Cette cérémonie de lancement s'est achevée par la mise en vente du livre. C'est fini pour ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi Tanguy Agoy. Merci beaucoup, Teddy Goudalan, pour l'exercice ce matin. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Mesdames et messieurs, vous aurez dans la journée notre rendez-vous de l'information sur Canal 3 Bénin. Vous avez des éditions intermédiaires comme le bulletin d'information sur l'actu matin par exemple, à 11h et à 16h avec des présentateurs. La donne a changé depuis quelques temps, vous l'auriez certainement remarqué. Mais à 13h, 19h30 et à 22h30, vous avez donc les grands rendez-vous de l'information sur Canal 3 à Bénin, la télévision qui vous donne les bonnes informations à Cotonou. Allez, à présent, on va passer à notre premier invité ce matin. Je l'ai dit au tout début de cette émission, le sujet qui aura dominé largement ce numéro de votre matinale a trait justement à ce décret rendu public et qui réorganise désormais le secteur funéraire au Bénin. Pour en parler, un invité sociologue ce matin sur Actu Matin, Dr Raymond Assoba, socio-anthropologue, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, spécialiste de la biologie. Dr Assoba, bonjour. Bonjour, monsieur Tanguy Agoy. Bienvenue sur Actu Matin. Tout le plaisir pour moi et je salue les téléspectateurs et téléspectatrices. Alors, on aura 3 aspects à évoquer par rapport à ce décret qui a été publié. Que pensez-vous d'abord de l'initiative de décret pour organiser, je dois dire, un secteur aussi sensible que le secteur des funérailles? Bien sûr, lorsque c'est un journaliste qui m'a interpellé, qu'il a appris qu'il y a un tel travail qui est en train d'être fait sur les funérailles. Et là, j'ai trouvé que c'est bien. Pourquoi c'est bien dans la mesure où vous savez que en termes de législation, beaucoup de lois sont empruntées à la vie sociale politique française. Et dès que, moi j'ai entendu que ce travail est entrepris, je me dis que donc, actuellement, c'est l'occasion de
de reprendre en fait les vies des Béninois. Les vies des Béninois qui pratiquent les djoamo, c'est-à-dire tout ce qui a trait au vaudou, et surtout venant de la part d'un gouvernement qui a pris le vaudou comme un soleil qui va éclairer ses actions. Véritablement, je me suis dit assurément, c'est prenable. Surtout qu'en ce 3e millénaire, nous sommes dans la nécessité d'un changement de vision. Aujourd'hui, avec la déconstruction, avec la catastrophe des sociétés occidentales qui ont envahi les sociétés africaines et leur ont imposé pendant plus de 700 ans leur législation, véritablement il est temps que les États se mettent au service des peuples en s'inspirant de leurs pratiques multiséculaires. Est-ce que vous avez l'impression, en lisant le décret, que vraiment on a tenu compte des réalités et de l'héritage historique et culturel, socio-culturel du Bénin? Par rapport à ce décret, par rapport à ce décret, je me suis dit qu'il y a un problème. De quoi s'agit-il en fait? Bon, il faut d'abord décrire ce décret comme structurellement contenant 7 chapitres et qui s'étendent sur 21 pages. D'accord? Alors, moi, je me suis dit, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il en fait? Je pense que c'est une ONG diaspora, je pense, qui a soulevé la problématique des morgues. De la gestion la gestion des dépouilles dans les morgues. Et donc, par rapport à certains scandales liés peut-être à la problématique aussi de ce qu'on appelle les trafics des organes, la gestion dans les morgues des dépouilles a posé problème. Et donc, il y a eu des témoignages et je me suis dit assurément que c'est pour cela que ça a été fait. Est-ce que le contenu mais du décret... au niveau de la dénomination et de législation du décret concernant les dépouilles et les funérailles, alors là, je me suis dit non, faut faire une démarcation, une différence entre les funérailles et l'enterrement. C'est ça. Et donc, je me suis dit que le décret allait au-delà, peut-être, de la problématique de la manipulation des corps dans les morgues. C'est le sentiment que j'ai eu. Et à l'intérieur, ce sentiment s'est renforcé du moment où, en fait, l'organisation des obsèques semble entrer dans les motifs de législation. Donc, c'est ça, en fait, ce qui, moi, m'a constitué un hic. Ok, d'accord. Alors, le décret a fixé un délai de 30 jours maximum après le décès d'une personne pour son inhumation. Est-ce que, à votre avis, vous, sociologues, vous aviez suivi un peu nos pratiques endogènes, nos habitudes traditionnelles à la matière? Est-ce que ce délai est raisonnable, un peu au regard de tout ce que nous faisons et qui entoure les morts? Bon, en fait, le délai est de 30 jours. C'est ça qui accroche surtout. Oui, c'est ça justement qui a accroché même un organe, qui a mis l'accent sur, qui a attiré l'attention dessus. Et en fait, il faut distinguer entre légiférer sur la manipulation des corps et décider d'organiser les funérailles. Dans l'enterrement, ça peut relever en fait des structures qu'on connaît parce que c'est un contrat synalagmatique entre les familles et les structures qui manipulent les corps. Mais lorsqu'on parle de l'organisation des funérailles, il y a l'avant au cours des funérailles et il y a l'après. Donc l'avant et l'après échappent à l'État, échappent Qu'est-ce que vous mettez dans l'avant? À l'exécutif. Qu'est-ce que vous mettez dans l'avant? Dans l'avant? Mais lorsque quelqu'un meurt, il y a des principes qui sont respectés, qui sont propres aux Hénous, aux familles. Comme par exemple? Premièrement, par exemple, vous savez que, mais aussi bien en Occident qu'ici, on cherche à qui profite la mort de quelqu'un. Mais fondamentalement au Bénin, il y a un principe qui dit que « Akoenodi Akovi ».
C'est-à-dire qu'il c'est la collectivité faut relever d'une collectivité pour... Ouais, et son fils. Et donc, à partir de ce moment, ce décret pose la problématique de ne pas tenir compte de ceux qui sont chargés justement de l'avant-funérailles. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas enfermer tout cela quand on sait qu'il faut aller chercher les raisons de la mort, qui a tué la personne, etc. On ne va pas mettre un siècle pour chercher ça. 30 jours, ça va quand même, non? Vous savez qu'il y a plusieurs groupes sociaux au Bénin. Oui. Et à partir de ce moment, la mort n'a pas le même sens dans tous les groupes sociaux. Oui. Mais quelque peu, on sait qu'il y a avant, au cours et après. Donc, l'enterrement concerne les funérailles. Mais l'avant et l'après relèvent en fait de la société générale. Et à ce niveau, les normes et les valeurs ne sont pas les mêmes. Et à partir de ce moment, un gouvernement, fût-il le plus inspiré possible, un État, fût-il le plus neutre, ne peut mettre sa langue dans ces éléments parce que on va pas dans continuer ces à paramètres qui relèvent du rapport des forces et de l'histoire des groupes sociaux qui ont stabilisé leurs contradictions et ensuite se sont entendus sur ce qu'on appelle, et c'est Ting Toumé qui a dit ça, vous voyez, parce que l'avant et l'après font appel à une forme d'interculturalité. Dans le sens où vous avez la famille du Découjous, vous avez la famille des parents, la famille parente, et puis il y a les familles alliées. Vous comprenez un peu? Mais l'État ne peut pas se retrouver dans tout cet entre-là qui relève de la société générale. Est-ce que ça ne fait pas objet parfois de chantage, ce système que vous décrivez et qui a été imposé, un système de chantage qui fait que plutôt que d'aller très vite à l'enterrement d'un défunt, on traîne son corps, on tourne en rond, on fait des réunions interminables, on fait chanter les enfants, on ne leur permet pas d'enterrer leurs morts, d'enterrer leurs parents et de vaquer à autre chose, de continuer à traîner, je dois dire, la période de deuil sur, je dois dire, un temps assez long et qui finalement ennuie. Mais le temps, c'est celui de la sagesse d'articuler les contradictions autour du mort et d'arriver à un consensus. À un consensus qui reflète en fait les attentes de tous les corps qui sont en contradiction par rapport au mort. Donc à ce moment, oui, il faut ce qu'on appelle un signifié commun. Parce que là, on va utiliser des termes on va utiliser des termes basiques pour permettre à ceux qui ne sont pas docteurs en sociologie de comprendre. Je vais poser des questions aussi simples. Oui. Quelqu'un meurt aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qui empêche qu'en l'espace de 2 semaines, dans une famille traditionnelle, qu'on décide de son enterrement tout de suite et maintenant? Justement, quand tu dis ça... Quels sont les éléments? C'est celui qui va dire qu'il faut aller vite, c'est qui n'a jamais perdu un parent et qui n'a jamais géré... Quels sont les éléments, les étapes, quels sont les étapes pratiques? Et que le corps a été mis quelque part côté, pour conservation. Il faut maintenant que tous les membres de la famille, les parents, les familles parentes se retrouvent. Donc il faut d'abord annoncer la mort. Et pour annoncer la mort, on n'annonce pas toutes les morts de la même manière. Ah oui. Hein. Ah oui. Si c'est un chef, si c'est un da, si c'est un henougan, akogan, etc., les morts ne s'équivalent pas dans la manière donc de l'annonce. Okay. D'accord? Il y a après ça. Ensuite, il faut le temps de regrouper ceux qui doivent s'asseoir pour envisager maintenant la manière d'enterrer le corps. Et donc, il y a des prérequis, il y a des processus qui entrent en jeu. Et ces processus sont d'ordre des tchoamo. Je ne veux pas dire culturel dans la mesure où ça nous amène à instrumentaliser les choses. La problématique justement de ces étapes, c'est rentre dans la définition du temps. Or, celui qui veut aller vite, justement, va perturber les rapports sociaux, va perturber les intérêts des groupes. Vous comprenez un peu? Et les sociétés se sont déjà organisées depuis des millénaires. On ne va pas tenir compte du temps. Et cela fait partie des compétences
des compétences qui définissent justement les familles. On sait que dans des cultures, il est pratiquement, je dois dire, imposé à une famille, surtout que la personne qui est décédée appartient à un statut social donné, qu'on l'enterre immédiatement, quitte à faire les informations après et les démarches après. Il y a aussi qu'on peut enterrer un mort, quel que soit son statut, quitte après à faire des cérémonies ou à reporter les cérémonies funéraires après. Est-ce que ces éléments ne permettent pas justement d'avoir une flexibilité dans le temps qu'on est en train de nous imposer, de pouvoir aller un peu plus vite? Bon, vous avez par exemple quelqu'un qui meurt, ses enfants sont à l'extérieur. Oui. Vous voyez un peu. Oui. Et il faut donc tenir compte du calendrier de ceux-là pour que soit fixé le jour des obsèques. Oui. Vous comprenez un peu. Lorsque les gens s'asseyent pour définir la durée des obsèques, mais on tient... Vous savez que les cotisations doivent être faites. Pas la durée des obsèques. Oui, les obsèques, c'est dans la durée. L'enterrement. C'est pourquoi justement la problématique de ce décret, c'est dans le mot funérailles. Si on avait dit décret, si on avait dit... Oubliez oui, les références. Un décret relatif à l'enterrement, au secteur de l'enterrement. D'accord? C'est bon, mais on a dit des funérailles. Oui. Il y a une nuance. Les funérailles engagent l'évolution de tout le groupe social. D'accord. Les funérailles engagent tous ceux qui ont des intérêts donc, dans tout ce qui va se faire. Alors que l'enterrement est circonscrit, vous voyez un peu, à la récupération du corps et à la mise en terre. Quelle solution alors, selon vous, pour un peu désengorger les morts qui aujourd'hui sont devenus, comme je dois dire, des cimetières à ciel ouvert où des morts s'entassent, polluent l'environnement. Je dois dire, on ne peut pas respirer quand on passe derrière des morts, c'est bizarre. Non, bon, en fait, il faut relever que il y a un problème général en ce 3e millénaire. Les gens, certains pensent, et c'est dangereux, que les sociétés africaines doivent s'organiser et ressembler aux sociétés occidentales. Est-ce qu'on doit continuer à entasser nos morts là? Vous dites? Est-ce qu'on va continuer à entasser nos morts là et garder des cadavres pendant 6 mois? Non, c'est pas qu'on entasse. Pendant 10 ans. C'est comme le temps. Oui. Le temps qui file. Oui. Et donc, actuellement, nous sommes en train de parler. Oui. Des gens meurent. Oui, absolument. Actuellement, nous parlons. Oui. Il y a des gens qui sont, des enterrements qui sont programmés selon les jours. Donc, je pense que ce n'est pas qu'on entasse, mais c'est que, et c'est un décret, ce n'est pas une loi. Donc, le décret vient donc régler un problème administratif. Alors que lorsqu'on parle des funérailles, on met en branle, vous voyez, tout le grand groupe. Et dans ce moment, je pense, dans ce défi-là, je pense qu'il faut renommer le décret. Alors, on va passer au deuxième élément. Le décret a parlé aussi des inhumations à domicile, va jusqu'à fixer des conditions, notamment l'obtention d'une autorisation et le respect des normes environnementales pour l'inhumation. Est-ce qu'il n'y a pas comme une intrusion de l'État dans l'intimité de la famille? Est-ce que... Il n'y a pas comme une intrusion dans l'intimité de la famille, là, concernant les inhumations à domicile? Et je pense que c'est réglé. Hein, il y a une réglementation dans le décret. Il y a un article qui a pris cela en compte. Et l'article a bien défini les conditions dans lesquelles cela doit se faire. Donc ça a été pris en compte. Et je pense que justement, en le disant, on tient compte de la normalité des valeurs dégagées par les ayants cause dans la situation de l'enterrement. Qu'est-ce qui explique que des familles choisissent ou exigent d'enterrer leur mort à la maison? Les familles choisissent d'enterrer leur mort à la maison. Comment comprendre ça, oui? Oui, vous savez que les conditions de renouvellement de l'harmonie du groupe sont liées parfois à la qualité du mort. Parce qu'à partir d'un certain âge, il y a un champ magnétique et certaines forces cosmiques dont le mort, il est le réceptacle. Et donc, implanté dans la maison, c'est un peu comme
et mettre gardien. en place une antenne parabolique. Vous comprenez un peu? Et donc, en le faisant, ça devient une banque d'énergie pour les héritiers. C'est ça. Et périodiquement, donc, celui qui est en déficit d'équilibre émotionnel, professionnel et autres peut, dans les circonstances requises, mettre en branle le rituel donc pour aller s'approvisionner en énergie. C'est pas se ressourcer, mais surtout il va comme dans un compte bancaire aller chercher un peu d'argent, la qualité d'énergie qu'il faut verser lui et il dépense ça au prorata de ses besoins. À cette allure-là, nos maisons familiales vont devenir des cimetières. Non, c'est pas vrai, c'est pas. En fait, il y a les conditions et c'est pas n'importe quel mort qu'on enterre à la maison. C'est ce que je t'ai dit. C'est le corps humain, tu sais, c'est un grand beau. Le corps humain à un niveau déterminé devient donc magnétisable et ce n'est pas. Les Occidentaux utilisent l'uranium et puis les choses. Mais les Africains, justement, de par nos connaissances millénaires, nous savons donc à partir d'un âge la qualité donc de celui qui est mort. Donc la mort n'est pas une finitude pour nous. En tout cas, dans la mesure surtout où ce sont des critères qui entrent dans l'équilibre d'un groupe social, dans l'équilibre d'une société et même de la définition donc des comportements requis donc pour paraître normal et en fait fonctionner dans la vie. Qu'est-ce que vous pensez de l'incinération? Oh bon, la crémation, c'est en fait... Est-ce que ça répond à notre contexte? Est-ce que ça répond à notre contexte? Non. La crémation est propre aux sociétés comme les éleveurs, aux sociétés qui en fait ne restent pas sur place comme dans les sociétés africaines. Nous sommes des sociétés avec un mode de production donné. Donc quand vous prenez le mode de production de l'élevage où ceux-là se déplacent, vous voyez un peu, le problème donc de gérer la mort reste dans la crémation. D'accord. C'est une réalité donc propre à certains pays et donc qui, comme je l'ai dit, sont arrivés à une stabilisation historique. Maintenant, vouloir adopter ça ici crée des dégâts parce que c'est ce qui a été dit après. Et de l'année d'Akpolo Finpo, et non d'avoir nous tio. Et donc, il y a un certain... Parce que celui qui meurt, il laisse un trou dans la chaîne des cellules. D'accord? Et donc, il faut que ce trou-là soit fermé, normalisé, et qu'il y ait une répartition entre la biologie des frères et sœurs. Vous voyez un peu, un nouvel équilibre. Et donc, les funérailles permettent donc justement de faire ce travail qui est d'un ordre psychologique et d'un ordre qui dépasse seulement la biologie, encore que la biologie relève de l'électromagnétisme. Donc c'est une connaissance, c'est des connaissances, vous voyez, qui sont de l'ordre de la physique, chimie, etc., que nos ancêtres ont théorisé et que nous utilisons à partir de certaines formules chimiques, mathématiques qui sont en fait enchâssées dans les rituels. Docteur Raymond Assogua, beaucoup de démonstrations. Merci oui, la sociologie est en retard sur la biologie. J'ai compris. Merci beaucoup d'être passé sur Actu Matin. Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, spécialiste de la biologie. Oui, bien sûr. Bonne journée à vous. Merci beaucoup à vous. Mesdames et messieurs, voici maintenant les sports chez vous. Voici chez vous l'actualité des sports. Ali Mouni, bonjour. On va commencer par parler de football et puis surtout de ce qui a retenu l'attention de la planète hier. À l'Euro 2024, on a connu l'issue de la première demi-finale. Bien entendu, pour cette explication qui a mis aux prises l'équipe de l'Espagne face à celle donc de la France. La rencontre a été, je dirais, assez ouverte du début jusqu'à la fin de cette explication. Il faut préciser que l'ouverture du score est intervenue bien sûr à la 8e minute par bien
inscrit par Colomboani en faveur bien sûr des Bleus qui ont pris l'avance très tôt dans cette explication. Mais les Espagnols ont été patients et déjà sont revenus également au score grâce à l'égalisation du jeune joueur, le plus jeune joueur à avoir marqué dans une phase finale du championnat européen, Lamine Yamal, qui permet donc aux Espagnols de revenir au score avant maintenant que Dani Olmo coste la mise 2-1 pour les Espagnols au score donc qui prennent l'avance sur l'équipe de la France. La suite, ce sera donc aujourd'hui avec la deuxième demi-finale entre les Pays-Bas et l'Angleterre. C'est bien sûr à partir de 20h. Prenez le rendez-vous, mesdames et messieurs. Ça va être également assez épique. Ça nous rappelle bien sûr, Tanguy, comme on l'avait dit, l'édition 2020. Les quarts de finale entre les Pays-Bas et l'Angleterre remportés bien entendu par les Anglais. Du côté de l'Amérique, il y a rencontre des demi-finales également disputées hier entre l'Argentine et le Canada. Score 2-0 grâce bien sûr au deuxième but inscrit bien sûr par Lionel Messi qui permet donc à l'Argentine de passer en finale de cette Copa 2024. Pour la suite, ce sera également à partir de ce petit matin de ce jeudi 11 juillet 2024, l'Uruguay affrontera la Colombie pour la deuxième demi-finale. Tanguy, on revient au pays pour parler toujours football avec le regroupement des Guépards à Prime, la sélection locale donc du Bénin qui a bouclé le week-end dernier un stage de mise en jambe d'une semaine entamé donc depuis le lundi 1er juillet. Objectif de ce stage, préparer progressivement l'intégration des joueurs locaux donc à l'équipe nationale senior tout en mettant en place une identité de jeu spécifique à la sélection locale. C'est un travail donc qui s'est fait en commun accord avec la direction technique nationale, bien entendu le sélectionneur Gernot Ross sur les installations du stade Omnisport de Ouida. Donc une trentaine de joueurs donc qui ont été sélectionnés à l'issue des différentes compétitions du championnat national. On prépare à ce stade Tanguy. Mais à côté, il y a eu ce travail spécifique des gardiens de but qui a été conduit par le coach Jonas Bidé que nous allons recevoir ce matin. Coach, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir décroché notre appel ce matin avec vous. On va parler donc de ce travail spécifique qui a été donc fait avec les gardiens de but. Je pense une dizaine lors de ce stage d'une semaine qui s'est déroulé du côté de Ouida. Alors d'abord, dites-nous qu'est-ce qu'on peut comprendre en fait de cet atelier spécifique-là? Je vous remercie. Il faut reconnaître que c'est la première au Bénin et cette initiative a eu lieu grâce aux autorités qui sont en charge du football au Bénin. Et je veux nommer en premier monsieur le ministre à qui je dis félicitations et merci pour cette initiative. Et sans oublier le président de la fédération, monsieur Mathurin Deschapus, et qui fait un grand effort pour le football béninois. Et je veux passer par là pour dire aussi merci au sélectionneur, monsieur Guinet Rohr, et sans oublier le directeur technique national, monsieur Ogouillon Adolphe. Parce que si on est là aujourd'hui, et si on en arrive là aujourd'hui, c'est grâce à leur initiative. Il est bien vrai que ce projet existait depuis, mais ça n'a pas été formalisé, et c'est grâce à notre ordre de commun accord avec tous ceux-là et qui ont fait de ce projet une réalité. Alors pour voilà. Cet atelier concernant ce stage, sur quoi est-ce que vous avez travaillé avec les gardiens de but et comment est-ce que la sélection a été faite à votre niveau, puisqu'on sait déjà que personnellement, vous-même, vous êtes déjà engagé sur ce chantier? Absolument, absolument. Et au fait, on a tenu compte des gardiens qui ont plus animé la Super League. D'accord. Okay, et aussi les jeunes, les gardiens des sélections catégorie d'âge. Je veux nommer les U20 et les U17, oui. Et ceux-là qui ont préparé au stage. Et indépendamment de ça, on les a regroupés dans un creuset pour les suivre et pour leur donner une certaine leçon. Et tout ce qui concerne les gardiens de but, et vous n'êtes pas sans savoir que si tu es gardien et que tu n'es pas en activité et que tu ne travailles pas tes réflexes, l'agilité et tout ça là, et tu risques de perdre pas mal de choses. Donc on est resté dans cette optique pour faire ce stage, histoire de les mettre sur les rails.
D'accord, après donc une semaine de travail avec ces gardiens de but, c'est vrai que ce n'est pas nécessairement ce que vous avez dans votre atelier privé. Dites-nous, coach, est-ce que vous voyez un bon avenir déjà avec le travail que vous avez fait déjà cette semaine? Absolument, absolument, parce que on a vu de belles choses. On a vu de très belles choses, puisqu'il faut reconnaître aussi que je n'étais pas seul. J'ai été assisté par l'entraîneur des gardiens de but de Aprim, M. Tito Rachad, et également de Isaïe Avanon. Absolument, Avanon Isaïe, que vous connaissez bien, qui est du côté des U17. Et donc, on a ensemble formé un collège d'entraîneurs pour pouvoir travailler avec ces gardiens et les suivre, et histoire de continuer cette formation pour le bien-être des gardiens de but béninois. Alors, la suite, ce sera quoi à votre niveau personnellement? La suite, c'est de continuer à travailler avec ces gardiens, et pourquoi pas d'autres encore qu'on va découvrir dans le championnat, pour qu'on puisse les proposer à des sélections de catégories d'âge. Pourquoi pas en A aussi, parce que vous n'êtes pas sans savoir que de nos jours, on n'a plus des gardiens et on est en rupture. Bien sûr. Carrément, j'allais dire. Donc, on a mis ce chantier en place pour pouvoir avoir de relève de qualité dans ce domaine. Merci beaucoup, coach, d'avoir décroché notre appel ce matin et de nous avoir apporté tous ces éclaircissements au sujet, bien sûr, de cet atelier spécifique que vous avez, bien entendu, conduit du côté de Ouida lors de ce stage de regroupement de l'équipe nationale. Après, merci beaucoup, coach Bidé. Merci, monsieur Moumoni. Bonne journée à vous. Merci, pareillement à vous. Je précise que cet atelier aboutira bien entendu à la mise en place d'une académie, donc au plan national Tanguy, académie qui sera spécifiquement pour les gardiens de but. On va poursuivre ce matin, Tanguy, et parler maintenant handball avec la compétition, bien sûr, qu'on appelle la Coupe de l'Indépendance, qui a démarré depuis le 3 juillet dernier. On connaît désormais les communes qualifiées pour la phase nationale de la Coupe de l'Indépendance de handball. Sur les 28 au départ, seulement 8 ont réussi à se qualifier, bien sûr, pour l'ultime étape qui démarre donc le 30 juillet prochain. Le champion en titre, Ouida, ne pourra pas défendre son titre remporté donc l'année dernière, aussi bien chez les hommes que chez les dames. On fait rapidement le point de ces différentes communes qui sont qualifiées au niveau des dames. Il y a donc Parakou, Natitengu, Lokossa et Porto Novo qui vont défendre le titre cette saison. Et puis du côté des hommes, Parakou également, Djougou cette fois-ci, Lokossa et Porto Novo. Il y a donc ce jeu de chaises entre Djougou et Natitengu au niveau des hommes et des dames. Cette étape donc de la Coupe de l'Indépendance, bien sûr, l'ultime étape, la phase nationale va se dérouler du 30 juillet au 1er août 2024 du côté du Hall des Arts de Cotonou. On finit avec donc une petite incursion dans l'univers des patineurs béninois. L'apprentissage se poursuit avec l'initiative de la Fédération béninoise de roller sport. Sur les images, vous le verrez, le challenge Cotonou Skating Open qui est donc à sa 65e édition. C'est une compétition périodique qui permet aux athlètes d'améliorer leur performance. Le dernier épisode a eu lieu sur la nouvelle voie bitumée, bien sûr, d'Agontincon, avec un bilan un peu plus satisfaisant dans les rangs des responsables de l'instance dirigeante. Les athlètes ont amélioré leur performance à l'image de Demba Diallo Mohamed, imperturbable. Le jeune patineur impose sa suprématie face à ses adversaires aux 15 km chez les élites. Au niveau des épreuves, la vitesse, au menu des épreuves, il y a donc la vitesse et l'endurance dans les différentes catégories, à savoir mini, super mini, cadet, junior et élite. Il y a également la discipline inline freestyle, bien sûr, qui concerne la démonstration, bien entendu, dans lesquelles les athlètes ont beaucoup progressé au cours de ces dernières éditions du Challenge Cotonou Skating Open. Comme à chaque édition, le public était également au rendez-vous. Vous le voyez, les parents qui accompagnent les enfants pour manifester leur soutien afin de les encourager à mieux travailler pour améliorer les performances, bien entendu. Et quant aux meilleurs, ils ne sont pas rentrés. Blabla, vous le voyez, bien sûr, il y a des médailles et quelques lots de consolation. C'est tout pour ce matin. Merci beaucoup à vous, Ali Moumouni. C'est bien beau de voir ces jeunes enfants comme surfer. Quand vous entendez une catégorie comme super mini, oui, vous imaginez ce que ça veut dire sur la terre ferme. Et cette agilité qu'ils ont, cette aisance qu'ils ont. Vous voyez ce petit gamin en rose, formidable.
Oh, attention. Voilà, ça peut arriver. Hein? Ouais, c'est pas le sport. Allez, merci beaucoup Ali Moumouni. C'est moi. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. À vous aussi. Mesdames et messieurs, j'avais promis 2 invités. Voici le deuxième ce matin. Il s'appelle René Yomako, enseignant des lycées et collèges de Benin, appartenant à ce collectif d'enseignants contractuels de l'État de promotion 2014 et 2016. Monsieur Yomako, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. Merci. Alors, vous venez nous voir ce matin parce que, dites-vous, il y a une injustice qui vous est faite à vous, enseignants de cette promotion-là, liée à un retard de 4 ans dans l'organisation de votre carrière. Expliquez-nous de façon terre à terre de quoi il s'agit. Exactement. Merci, monsieur le journaliste. Permettez-moi de saluer tous les collègues qui, malgré eux, assument leurs responsabilités professionnelles, vont au cours et donnent les cours comme si rien n'était. En effet, il s'agit des promotions 2014 et de la promotion 2016. Ces 2 promotions sont victimes de quoi? L'État refuse de reconnaître 4 années passées au CDD. Les 4 années équivalent à 2 échelons. Dans les 4 années, c'était quand et quand ça? C'est de quelle période à quelle période? Ce sont les 4 premières années qui ont précédé... qui ont débuté la prise de fonction de ces enseignants-là. Alors, quand vous parlez de 2014, ça veut dire que je remonte 4 ans en arrière, c'est ça? À partir de 10 ans, ou comment ça s'est passé? Exactement. La promotion 2014, aujourd'hui, ça fait 10 ans. La promotion 2016, ça fait maintenant 8 ans. Et normalement, dans l'évolution des grades, normalement, à cette date, la promotion 2014 devrait être, pour les cadres A1, il devrait être A1-5. Mais actuellement, c'est A1-3. Alors, je veux comprendre. Est-ce que vous avez commencé... Enfin, on a commencé à compter les années à partir du moment où vous avez signé le contrat avec l'État? En effet, la loi portant statut général, la loi numéro 2015-18 portant statut général de la fonction publique du 17 janvier 2018 dit en son article 124 l'avancement d'échelon est au temps passé dans chacun des 2 ans, c'est-à-dire à chaque 2 ans, correspond à un avancement. Et tout agent qui est recruté par l'État, qu'il soit agent contractuel, qu'il soit agent permanent a droit aux avancements quand il fait 2 ans. Peu importe sa prestation, peu importe... Il y a bien sûr des critères. Est-ce que toutes les 2 promotions ont respecté tous les critères, pardon? Déjà que la loi dit, quand vous faites 2 ans, vous avez droit à un échelon. Oui. C'est que c'est systématique. Ça doit être automatique. Vous avez dit qu'il y a des critères. En dehors de ces 2 années, est-ce que tout le monde a rempli ces 2 critères? Mais les critères, c'est en fonction des grades. Oui. C'est en fonction des grades. Pour passer d'un grade à un autre, il y a des critères. Actuellement, nous sommes au grade initial. Et le grade initial comporte 4 échelons. Aujourd'hui, nous ne devrions pas être victimes de la non-connaissance. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ne prenne pas en compte ces 4 années? C'est bizarre de comprendre que c'est pour la toute première fois que des agents de l'État subissent l'injustice. Non, mais l'administration reste l'administration. Elle peut avoir des difficultés à faire observer certaines règles. Ça ne veut pas dire que c'est fait sciemment et contre vos intérêts. Ça peut être un oubli. Ça peut être aussi que vous n'avez pas répondu présent pendant qu'on avait peut-être besoin de vous, le rassemblement des pièces pour vous faire avancer, etc. Ça peut être aussi lié à vos propres démarches qui n'ont pas abouti. Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Le ministre ou madame la ministre de la fonction publique reconnaît qu'il y a problème. Le ministre sectoriel de l'éducation, et qu'on appelle de l'enseignement secondaire, reconnaît qu'il y a problème. Qui doit régler le problème? C'est la fonction publique. Pourquoi est-ce qu'on refuse? En fait, c'est une faute administrative. Parce qu'ils pensent que quand les agents ont fait le CDD, ils n'ont pas droit à des avancements. Alors que le statut général, qui est la loi qui organise votre dit que
tout agent, que ce soit contractuel ou que ce soit s'il est en contrat à durée déterminée ou contrat à durée indéterminée, a droit à un avancement s'il fait 2 ans. C'est ça. Ça doit être systématique. Combien êtes-vous dans le cas là, concerné par cette affaire? Il s'agit de tous les fonctionnaires recrutés en 2014 et de ceux recrutés en 2016. Vous n'avez pas une estimation du nombre? Nous dépassons 2000. Parce que nous avions fait un travail que nous avions soumis au ministre de la fonction publique. Nous avions écrit, nous avions adressé un cahier de doléances. Et dans ce cahier de doléances, qui regroupait les promotions 2009, 2010, 2012, 2014 et 2016, nous avons fait un travail statistique pour relever les problèmes que chaque promotion a. Et après les études, nous avions regroupé plus de 2000 enseignants qui sont concernés par cette situation. Oui, allez-y. Aujourd'hui... Quand vous avez présenté ça au ministre, qu'est-ce qu'il a dit? Le ministre, vous savez, en réalité, ce n'est pas le ministre qui fait tout. Ce sont les cadres qui sont sous le ministre qui doivent travailler. Ils ont dit quoi? Ces cadres estiment qu'il n'y a pas de problème. Oui, mais c'est des cadres. Ils connaissent mieux les tests que vous, non? Et c'est leur job, ils sont dans l'administration. Eh oui, c'est peut-être. Mais nous avions essayé de rencontrer les secrétaires généraux de confédération. Nous leur avions porté le problème, dit voilà, nous sommes en train de vivre une injustice. Et les AG ont reconnu qu'il y a problème. Mais pour régler ce problème, c'est un conseil de ministres qui doit régler le problème. Ça doit aller jusque là-bas? Ça doit aller au conseil de ministres. Qu'est-ce que l'état actuel des choses crée comme désagrément à votre évolution, à l'évolution de votre carrière? Et ça voudra dire, monsieur le journaliste, qu'il y a une incidence financière qui est contre les travailleurs. Comment ça? Mais la loi dit, avant d'avoir une augmentation de salaire, il faut avoir évolué. Il faut avoir évolué. Mais si tu n'as pas une évolution, il n'y aura pas augmentation de salaire. Déjà que les enseignants sont brimés, au lieu d'être normalement en A1 5 ou en A1 4 pour les promotions 2014 et les promotions 2016, ils sont en A1 3 pour la promotion 2014 et certains sont en A1 1 ou en A1 2 pour la promotion 2016. Ça voudrait dire que ceux-ci travaillent mais ne bénéficient pas de l'effort qu'ils fournissent dans l'exécution de ce travail. Et il y a injustice. Vous pouvez faire un sacrifice pour la République, non? Nous faisons ce sacrifice tout le temps. 4 ans, ça ne coûte rien. Et c'est vrai, c'est peut-être vrai, mais à la retraite, ça va agir. Comment ça agit? Mais comment ça agit? Parce que la pension à la retraite dépend donc de l'échelon de votre salaire en fin de carrière. En fin de carrière. En fin de carrière. Le ministre vous a demandé, vous a servi une belle réponse quand vous êtes allé le voir, à savoir qu'il y a certainement peut-être un souci de test. Il vous a demandé de lui faire un référendum et vous ne l'aviez pas fait. Vous n'avez pas jugé utile de le faire. Monsieur le journaliste, vous avez chez vous des travailleurs que vous avez recrutés suivant des tests que vous connaissez. Et vous estimez que ces travailleurs-là, parce qu'ils ont des problèmes, ils doivent toujours vous écrire, vous dire, bon voilà les problèmes. Nous sommes dans l'administration. Ce n'est que l'écrit qui marque la présence, le passage, les traces. D'accord. Nous avions adressé le cahier des doléances au ministre. Mais ça fait un fourre-tout. Ça ne parle pas spécifiquement de votre problème à vous entre 2014 et 2016. Nous avions néanmoins adressé des demandes au ministre de la fonction publique, au ministre de l'enseignement, au ministre de l'économie, afin qu'ils nous écoutent pour leur expliquer en fait le problème, parce qu'il y a un document pour ça. Mais ces ministres, bon, vous savez, c'est toujours l'administration, comme vous les défendez parfois. Nous les défendons. Parfois. On ne vous défend pas, vous autres. Bon, très bien, vous nous défendez. D'accord. J'ai cru qu'on est là pour l'administration seulement, parce que parfois, c'est bien beau de rester derrière son petit écran et d'estimer, d'évaluer à sa façon le travail que font les journalistes sans s'imaginer un peu les conditions dans lesquelles ils font justement ce travail-là. Alors, vous avez mené plusieurs démarches qui visiblement n'ont pas abouti. Vous avez commencé à l'évoquer, le ministère de l'enseignement secondaire, le ministère de la fonction publique, l'économie, des finances, c'est vrai? Si. Et rien n'a abouti. Vous voulez taper maintenant aux portes du ministère d'État en charge du développement. Vous voulez remuer toute la République pour rien que pour les 4 années, c'est ça? Les 4 années, ce n'est pas que des 4 années. D'accord. C'est très important. Vraiment.
Je vous en prie, regardez ces personnes-là qui souffrent. Le salaire, d'abord, ce n'est pas suffisant. Ce n'est que l'augmentation du salaire qui va apporter un de plus. Même si c'est négligeable, ça va apporter un de plus pour gérer les problèmes de famille. Il y a aussi des problèmes de famille que nous gérons. La société est là qui nous écoute. Quand le salarié, quand l'enseignant n'a pas son salaire, vous imaginez les conséquences? Ça fait quoi comme conséquence? Mais écoutez, il travaille très mal. Il ne rend pas efficacement parce qu'il y a du souci. Peut-être que sa famille est en train de souffrir là-bas. Peut-être même que c'est sa femme qui veut le laisser là maintenant parce qu'il n'a pas d'argent. C'est des problèmes, c'est des tas de problèmes que nous gérons avec les mêmes salaires. Non, mais si les enseignants qui font un travail républicain, qui font un travail patriotique, malgré tout, ils se donnent corps et âme, ils veillent, tout comme vous les journalistes, ils veillent, ils font le travail pour donner à la République une lettre, pour donner à la République des jeunes compétents, capables de transformer le pays, s'ils demandent juste de considérer néanmoins de ces quelques miettes, ce petit salaire, je crois que c'est important de leur accorder. Comment vous pensez qu'on peut régler votre problème? Nous voulons demander au chef de l'État, le président Patrice Talon, que je respecte beaucoup, que toutes les propositions respectent d'ailleurs, et nous estimons que la solution viendra de lui. Parce que nous avions tenté de lui écrire, mais nous n'avions pas eu d'abord solution. Nous voulons taper à toutes les portes, parce que c'est l'avenir qui compte. Si nous ne le faisons pas aujourd'hui, ça va faire très mal, monsieur le journaliste. René Yomakou, enseignant de lycée et collège du Bénin, appartenant à ce collectif d'enseignants contractuels de l'État des promotions 2014-2016. Merci d'être venu. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la deuxième partie d'Actu Matin. On va faire la pause. Et si on arrêtait de regarder la télé comme avant? Canal+ présente le décodeur connecté. Un concentré de technologie pour une nouvelle expérience. Naviguez dans une interface fluide et immersive à la découverte du meilleur de la télévision. Plus de 50 000 programmes en replay et 300 chaînes en direct pour le plaisir de toute la famille. Prenez le contrôle du direct et revenez jusqu'à 8 heures en arrière. Grâce à la connexion Internet, gardez le signal même en cas d'intempéries. Nouveau décodeur connecté. Plongez dans la nouvelle expérience Canal+. De génération en génération. Qualité Sobebra. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com.
avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Coucou mes Marios, alors je m'apprête à déballer ma nouvelle machine à laver achetée chez Mikem Technologies. On y va. Il s'agit du lave-linge Samsung, l'original 10 kg. Bon, à l'achat, le vendeur m'a dit que je n'aurais pas besoin d'un plombier pour l'installer. Et voilà. Alors, suivez la démo. Je raccorde le tuyau d'alimentation d'eau au robinet. Bon, là, j'ai deux options, le lavage à chaud ou le lavage à froid. Alors, à froid, cold. Il faut bien visser le second bout au robinet. Voilà. J'installe bien le tuyau d'évacuation. J'ajoute mon linge sale. Bien sûr, mon détergent, super important. Voilà, très bien. Et hop, c'est parti. Et voilà, faites comme moi, facilitez-vous la vie. Procurez-vous donc dès maintenant votre lave-linge dans l'une des boutiques Néo et Allo à partir de 279 900 francs CFA. Un décret réorganise désormais, je dois dire, le secteur des funérailles au Bénin. Diverses réactions depuis hier. On en fait notre sujet de discussion ce matin avec deux acteurs présents pour le débat. Ulrich, bonjour. Bonjour, William, bonjour. Bonjour, Tanguy. Alors, on va évoquer le sujet sur trois aspects. L'aspect réorganisation du secteur que présente un peu le décret. L'aspect de la prise en compte des conditions d'hygiène, la professionnalisation, la sécurité, je dois dire, à la fois des morts, mais aussi des vivants, puisque les deux sont liés. Et puis le côté onéreux des funérailles, qui avait été soulevé entre-temps par une proposition de loi qui a fait beaucoup de bruit dans la République, la proposition SADO qui n'a pas prospéré. On pourrait parler de ça. Commençons déjà par l'aspect de la réorganisation. On doit dire bienvenue à ce décret, non, William? Bienvenue, oui, sans embâche, parce que c'est un secteur avec beaucoup, encore à l'état archaïque et embryonnaire dans son organisation et surtout avec un statut encore artisanal. Nous avons un compatriote qui a étudié les sciences funèbres au-delà de la Méditerranée, qui a tout le temps alerté de son retour dès son retour au pays depuis quelques années. Je veux parler de Médard Koudébi. Je crois qu'on aura l'occasion de lui donner la parole à la rédaction de Canal 3 Bénin. En fait, voilà des gens et bien d'autres personnes qui ont fait remarquer que la vie après la mort, sinon, permettez-moi de ne pas être homme de foi sur ce coup, sinon le cycle qui commence après le décès d'une personne chez nous est très artisanal avec des moyens qui ne répondent pas forcément aux normes. On parle par exemple, parlons du séjour déjà du corps. Les morgues aujourd'hui au Bénin sont presque toutes dans l'illégalité, toutes presque dans l'illégalité, à des distances dans des ménages ou des milieux
fortement urbanisées ou fortement densifiées en termes de population, les conditions techniques d'étanchéité, de construction des infrastructures ou des locaux devant servir de cadre à des activités comme celle-là, ces conditions ne sont pas respectées la plupart du temps, sinon sur presque toute l'étendue du territoire. Les substances utilisées, les professionnels dans le secteur qui travaillent et s'adossent beaucoup plus à leurs potions, aux imprécations et aux savoirs endogènes qui sont les leurs pour traiter avec le monde invisible, leur santé, l'hygiène autour. Tout ça n'est pas vraiment au rendez-vous. Et il y a la question de la surcharge, de l'engorgement de ces maisons. Vous avez, par exemple, des conditions de... Est-ce que je vais dire conservation? Je ne voudrais pas chosifier les personnes passées de vie à trépas, mais les conditions de séjour de ces corps dans les morgues ne sont pas les meilleures, surtout quand elles sont débordées. À côté de ça, il n'y a que dans les milieux ruraux de vieilles pratiques continuent, malgré les maladies infectieuses et tout ce qu'il y a sur la manipulation des corps à notre époque aujourd'hui. Bref, nous sommes encore à l'étape embryonnaire, sinon on y est sorti très peu, on a très peu sorti la tête de l'eau pendant un certain nombre d'années aujourd'hui, et je trouve qu'il fallait un décret pour quand même réorganiser un secteur comme celui-là, un secteur qui est dans le quotidien des hommes. Ulrich? Oui. On peut dire bravo pour ce décret, même s'il y a encore beaucoup de choses à redire par rapport à ce décret, mais c'est déjà un pas qui est fait, en ce sens que quand vous observez bien, que ce soit dans les grandes villes du Bénin, que ce soit dans les villes auxiliaires, il faut remarquer que les funérariums doivent rester normalement loin des habitations, parce que on traite des corps. Et là où on traite des corps, vous savez qu'il y a la nappe phréatique qui parfois, selon la position géographique et selon le milieu, et il y a des on va venir sur les aspects hygiène et sécurité tout à l'heure. On parlait de la réorganisation. On a désormais des professions, qui sont clairement définies avec le rôle qu'elles doivent jouer ou le rôle que les acteurs de ces professions doivent jouer, etc. Comment est-ce que vous trouvez, je dois dire, le travail que fait le décret d'éclaircir, de situer clairement comme ça les choses? Déjà, c'est un avantage d'avoir maintenant une précision sur qui doit faire quoi et dans quel domaine et jusque dans quelle limite. Parce que effectivement, tout le monde faisait tout a priori, et quand vous avez ces genres de secteurs, c'est pour ça que je parlais de l'hygiène tout à l'heure, si vous n'êtes pas formé pour le métier, pour cette corporation-là, vous n'êtes pas à même de savoir avec précision ce qu'il faut faire pour pouvoir non seulement protéger l'environnement immédiat de ce funérarium, mais aussi protéger ceux-là qui fréquentent ces endroits-là. Vous avez des agents qui sont bien formés, a priori, ça veut dire qu'ils maîtrisent d'abord. D'abord, ils assurent d'abord la sécurité des corps qui leur sont confiés. Ils assurent la sécurité de ceux-là qui viennent confier des corps. Là, je parle hygiène. Ils assurent également la sécurité de l'environnement immédiat, c'est-à-dire des maisons, des concessions qui sont proches de ce funérarium. Le second aspect, c'est qu'on sait aujourd'hui avec précision que plus personne ne peut se lever du jour au lendemain, créer un funérarium sans avoir une autorisation préalable. Ce qui n'était pas vraiment évident parce qu'on voyait des funérailles qui étaient créés, mais on se posait la question de savoir est-ce que véritablement les conditions sont remplies, puisque quand on parle de conditions, il y a l'équipement adéquat, l'équipement adapté pour ce genre de choses. Et quand on parle d'équipement, vous n'êtes pas sans savoir non plus que si vous n'avez pas les outils prérequis, les outils adaptés, cela risque de déteindre sur la qualité du service que vous donnez, que vous offrez, que ce soit aux vivants comme aux décédés, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, les deux sont intimement liés, puisque ce sont les vivants justement qui amènent leur cadavre, qui amènent leur corps, donc les deux sont intimement liés. Donc, déjà, le corps de leur parent. Voilà. L'autre chose, c'est que en clarifiant ces secteurs d'activité, on met fin à beaucoup d'autres choses qui se faisaient. Vous savez, nous sommes dans un monde où, quand il y a de l'espace, où la loi ne régit pas,
il y a parfois le marché noir. Qu'est-ce que cela vient régler, cette réorganisation aujourd'hui? C'est là où j'en viens. Oui. Le marché noir s'implante. Et quand le marché noir s'implante, vous savez qu'il arrive des moments où des gens font des trafics de corps. Quand il y a des trafics de corps et que la loi n'est pas là pour régir, vous envoyez votre corps, par exemple, qui a reçu une numérotation, a été enregistré légalement, il serait difficile de faire des trafics autour de ces corps. L'autre chose aussi, vous savez qu'il y a des conflits parfois entre les familles. Et parfois, le village, une partie des parents veut récupérer le corps, l'autre partie veut l'inhumer coûte que coûte. Et dans ces conflits, il y a parfois le soudoiement de certains agents et bravo les dégâts. Quand ça arrive, c'est souvent difficile, ça finit parfois au tribunal ou ça finit parfois par des dissensions au sein de la famille. Mais aujourd'hui, quand la loi vient clarifier chaque chose, chacun sait dans quelle mesure il peut agir. Et cela engage la responsabilité des promoteurs de funérailles qui savent maintenant que le corps qui leur est confié doit être traité avec respect, doit être traité avec beaucoup d'hygiène. Et l'autre chose, de sécuriser le bien que les parents ont apporté. Eric, bonjour. Bonjour. On parlait un peu de ce que ça apporte de nouveau, ce décret au secteur des funérailles au Bénin. Déjà, le décret en soi est déjà une nouveauté. Vous savez, dans un domaine où il n'y a pas un cadre qui oriente les différents acteurs sur la façon dont il faut travailler, soi-même on s'invente des pratiques. Et c'est ce que nous avons justement observé ces dernières années dans ce domaine, où des pratiques malsaines se sont tellement, comment on dit, sont devenues une habitude pour les acteurs de ce domaine. Cela me fait penser au combat de notre compatriote Meda Koudébi, qui nous envoyait des images sur les réseaux sociaux où on voyait vraiment des images pas possibles. Et parfois, on se pose la question si, après avoir passé notre temps sur Terre, on devrait se retrouver dans ce genre de conditions. Franchement, ça ne fait pas du tout plaisir, voyez-vous. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les acteurs sont situés avec ce décret où il y a une nouvelle façon de travailler, une nouvelle réglementation, de faire véritablement les choses. Cela peut amener donc ces différents acteurs à savoir que je dois faire ceci, je ne dois pas faire cela. Et aussi, permettre aux familles de ne plus disposer de longs mois, n'est-ce pas, avant d'aller retirer les corps. Et nous savons la raison principale, c'était pour des questions de budget, parce qu'on a laissé le corps s'entasser sur plusieurs mois. Le prix qu'on doit payer se multiplie sur le nombre de mois, et donc on n'est plus en mesure de sortir ce budget pour aller chercher son corps. On laisse véritablement le corps là, et puis ça devient ce que ça devient après. Et donc je pense que c'est déjà une nouveauté, et ça permet donc à chaque acteur de savoir à quoi s'en tenir, n'est-ce pas, en matière de gestion des corps dans les morgues, dans les cimetières. Et ça, nous en avons besoin. C'est vrai que parfois les profils ont été définis comme cela. Bon, aujourd'hui, si on peut accéder à cette professionnalisation, ce serait formidablement bien. Mais déjà que on a l'impression, en tout cas quand on voit un peu comment le décret se décline, on a écouté quelques acteurs d'hier à ce matin qui n'étaient pas vraiment très contents en tout cas. On a l'impression que le secteur qui était... Enfin, la mort est quelque chose qu'on aborde avec beaucoup de pudeur, beaucoup de vénération, etc. Et que de voir, je dois dire, officiellement un test qui organise un peu comment ça doit se passer, on a l'impression qu'on est en train de désacraliser la chose. Et puis, bon, voilà, de banaliser la chose. C'est compréhensible, puisque nous sommes en Afrique. C'est compréhensible parce que tout le monde n'a pas la même perception du parent qui n'est plus de ce monde. Pour beaucoup, il vit encore, il est dans le quotidien et on l'a avec soi tout le temps. Au nom de ça, on peut être dérangé par cette organisation. Mais il y a une évidence qui est claire. Ailleurs, quel que soit le niveau de foi des gens, quel que soit le niveau de religiosité des populations, quel que soit le niveau de vénération à la personne, passer de vie à trépas, le secteur mortuaire est organisé. On est arrivé dans des États à penser à des cimetières verticaux juste pour des questions d'espace, d'hygiène et d'assainissement, d'aménagement d'une ville. On en est arrivé, vous savez, la crématation
ou je sais pas comment Crémation. La crémation, c'est comme ça on l'appelle. C'est une pratique que moi j'ai découverte, par exemple, seulement à la mort de Rosine Vira-Soglo. On va aborder ça tout à l'heure. Ailleurs, on en est arrivé là, on a développé tout ça juste pour conforter le mieux vivre de ceux qui sont encore là, c'est-à-dire ceux qui eux aussi passeront de l'autre côté du rideau, mais qui ont encore quelques petites années à faire encore sur Terre. Au nom de cela, moi je trouve que c'est un peu comme la question du casque, c'est un peu comme beaucoup d'autres questions. Notre culture ne favorise pas certaines choses, mais au nom de la sécurité collective, au nom du bien de tous, il faut toucher un peu à certaines règles. Vous allez voir des familles dans lesquelles, par exemple, leurs parents ou des gens investis d'un certain pouvoir, d'une certaine notoriété dans la famille, leur corps ne doivent pas être manipulés par des personnes qui ne sont pas de cette race, de cette ethnie et de cette collectivité précisément. Ils s'arrangent pour inhumer ces personnes de façon artisanale, pour conserver leur corps de façon artisanale. Et ça, le décret ne prend pas en compte. Justement. Je ne sais pas. Et je dis que ce sont par exemple des ouvertures que le décret a laissées exprès pour respecter le fait que nous sommes encore dans une société dans laquelle on ne peut pas imposer. Il y a toujours un danger là. Justement. Toujours dans le décret, on peut inhumer à domicile, mais il faut une autorisation. Il ne s'agit pas d'inhumation à domicile. Ce qu'il évoque, c'est il y a des pratiques qui existent par lesquelles ou qui permettent justement aux populations d'entretenir d'une certaine façon leur corps et d'éviter à ce que le corps soit exposé à des yeux qui ne sont pas des yeux de la famille, etc. Et sur un délai donné, on peut pouvoir passer à l'inhumation. Et ça, par contre, le décret ne prend pas en compte. On a l'impression que dès que quelqu'un meurt, la seule condition, en tout cas, pour continuer à entretenir et peut-être à prendre le temps d'organiser ses funérailles, c'est d'abord d'aller déposer à la morgue. Non, on peut déposer à la morgue comme on peut ne pas déposer à la morgue. Parce que le décret est assez ouvert là-dessus, parce que le décret dit que le corps doit être inhumé dans un délai maximum de 30 jours. Qu'est-ce qu'on fait s'il n'amène pas à la morgue? On peut ne pas déposer à la morgue. On peut ne pas déposer à la morgue. Mais ce qui est urgent à faire ou obligatoire à faire, c'est de notifier le décès. Parce que déjà, il faut un permis d'inhumation, ce qui est pris en compte d'ailleurs par le décret 6, je crois, l'article C4, voilà, qui précise qu'on doit d'abord avoir une autorisation d'inhumation qui est d'ailleurs signée par le secrétaire exécutif de la mairie. Donc ça veut dire que déjà, si vous déclarez officiellement, le reste, c'est que vous le faites dans un délai de 30 jours. Ça peut ne pas être le souci de William. Non, ça peut ne pas être. C'est pas la déclaration qui pose problème. Non, ça peut ne pas être. Ça peut ne pas aller à la morgue. C'est à vous de choisir votre mode de. Parce qu'il y en a qui inhument aussitôt le lendemain. C'est bien possible. Donc, mais le décret a fixé une marge maximum. La marge, c'est 30 jours. Après 30 jours, ça veut dire que là, vous tombez sur le coup de la loi. Donc, avant 30 jours, vous avez le temps de faire les cérémonies, les cérémonies traditionnelles comme vous le voulez. L'essentiel, c'est de faire enregistrer votre corps. J'entends bien cette préoccupation. Déjà, dans l'absolu, le décret règle plus de problèmes qu'il en crée. C'est vrai, on a envie de tout organiser, de tout encadrer, mais nous avons le pratique endogène. J'ai l'impression qu'on a balayé tout justement, nous avons le pratique endogène, un peu comme pour le casque, et on s'est heurté à ce genre de situation dans certaines communautés. Pour les chefferies, nos sages, un peu dans nos localités, qui se posent bien la question, qui ont leur façon de s'habiller avec le chapeau, puis tout ça, comment on peut gérer avec le casque et puis tout ça. Et donc, ça va se poser aussi. Nous avons des milieux où il y a des délais où il faut faire des cérémonies, des délais où il faut, comment on dit, il faut accompagner le défunt dans sa tombe. Toute une série de cérémonies. Et donc, à ce niveau, ça peut heurter. On peut essayer de comprendre ce genre de situation en fonction de notre représentation socioculturelle face à ça. Mais il faut surtout insister sur le fait que quand on n'organise pas les choses, n'est-ce pas, de cette façon, aujourd'hui que le veut le gouvernement, les problèmes que ça crée au plan de la sécurité, au plan de la santé
eh bien, c'est assez énorme. Si c'est vrai que nous avons notre façon à nous d'adorer, de vénérer les personnes qui nous sont chères une fois qu'elles décèdent, mais cela ne doit pas nous amener, n'est-ce pas, à nous créer d'autres ennuis de santé dans la société, parce que c'est de ça qu'il s'agit véritablement. Si nous devons laisser véritablement, comment on dit, nos réalités socio-culturelles emportées sur l'organisation véritablement de ce secteur, on ne pourra pas véritablement gérer les problèmes. Et cela va être très compliqué. Après, on n'invente absolument rien. Vous faites un peu le tour des autres pays. Ce sont des secteurs assez organisés. Les acteurs qui l'animent, ils sont formés. On sait qu'ils ont des compétences véritablement pour manipuler les corps, pour les conserver, voyez-vous. Et donc, on n'invente absolument rien. On demande juste aux différents acteurs de savoir que dans ce genre de secteur, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Voici des pratiques qui sont aux normes, n'est-ce pas, pour la conservation, jusqu'à permettre à ces personnes de pouvoir rejoindre leur délai de demeure. Qu'est-ce que vous dites de délai de 30 jours? Trop court, trop long? Je pense... On sait qu'il y a beaucoup de protocoles, beaucoup de tergiversations quand quelqu'un meurt. Chez nous, 30 jours, ça va. Beaucoup de cérémonies. Moi, je pense qu'on aurait pu faire le débat sur ces aspects, par exemple. 30 jours, dans une certaine culture, c'est normal. Ça répond à la norme, parce qu'ils ont besoin de très peu de temps pour faire un conseil de famille, décider d'une date d'inhumation, et ça passe. Mais dans d'autres cultures, 30 jours, les cérémonies préliminaires ne sont même pas encore terminées. Et nous sommes dans le même Bénin. La loi, elle est générale, elle s'applique à tous. Elle a force et caractère obligatoire pour tous. Au nom de ça, moi, pourquoi le décret a choisi peut-être le juste milieu, ceux qui enterrent très tôt, ceux qui enterrent oui, mais ceux qui enterrent 20 ans après, bon, on a choisi le juste milieu. Moi, j'ai envie de me mettre dans la peau du président de la République. 20 ans après. Non, du président de la République quand il choisissait ce délai de 30 jours, et j'ai envie d'imaginer un peu. On parlera de la capacité d'accueil. Vous avez vu le communiqué conjoint du ministre de la Santé et du ministre de la Justice. Donc, on voit qu'il y a un sérieux problème, et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date des années 2020, que l'alerte a commencé par monter sur la question des conditions de conservation. Si tant est que votre parent vous est si cher et que l'État n'a pas la capacité de lui donner le soin qu'il faut pendant qu'il est dépouille au niveau d'un funérarium public ou privé, et qu'on le profane finalement totalement avant que vous le preniez, finalement vous n'avez pas atteint l'objectif que vous voulez, l'honorabilité est entachée. Au nom de ça, je comprends qu'on est en train de vouloir que le plus tôt possible les corps partent, parce que quand on a quelques billets de banque et qu'on fait les professions que nous savons en ville où on est gros commerçant, gros bonnet, on prend près de 3 mois, on construit d'abord presque un immeuble qui doit abriter, je pense aux parents de chez moi, c'est 3 mois après qu'on commence par envoyer les faire-part, et c'est dans le 4e ou dans le 5e mois, parce qu'on a des enfants en Occident, on a des enfants un peu partout, on doit venir lui montrer ses muscles. Au nom de ça, moi je trouve que ça régularise un peu. Mais d'un autre côté, il y a la question de ceux qui, pour des raisons traditionnelles, font un long délai. Mais quoi qu'on dise, 30 jours, c'est une marge qui est acceptable. Oui, 30 jours. 30 jours, pour moi, c'est assez raisonnable, en ce sens que déjà, vous devez comprendre que quand on prend la majorité des cultures que nous connaissons, du nord au sud, du Bénin, 30 jours, a priori, ça va. Quand on prend encore, par exemple, sans stigmatisation, bien évidemment, l'islam a dit c'est pratiquement dans les 24 heures, 48 heures maximum, la personne est déjà inhumée, 24 heures, la personne est déjà inhumée. 48 heures, c'est quand le cadavre a la chance. Voilà, sinon c'est 24 heures. 24 heures, voilà. Oui, on passe à autre chose. Donc, a priori, je pense que les 30 jours, c'est bien. Encore que le décret a laissé une ouverture, a bien précisé que 30 jours, ça, c'est le délai, mais sauf autorisation. Non, il n'y a pas une ouverture là. Non, ça veut dire que ça ne pose aucun problème de litige. Cela veut dire justement. Quand ça ne pose aucun problème de justice, le procureur
n'a aucun droit de prolonger le délai. Ne pose pas un problème de justice. Oui. Cela veut dire que si éventuellement on doit aller au-delà de 30 jours, ça veut dire que déjà la famille peut faire une réquisition, peut faire une requête et la demander. C'est bien possible. Parce que là, l'ouverture est encore claire. Dans le décret, c'est Monsieur le procureur de la République, on a fini la casse. Vous nous permettez de garder encore le cadavre pour 3 mois. Justement ailleurs, il y a la possibilité d'inhumer d'abord le corps et de faire d'autres cérémonies après. Donc, ça veut dire qu'il y a l'ouverture. Je pense que le gouvernement a fait l'effort de trouver le juste milieu. Pas trop tôt, pas trop tard, et permettre aux familles de disposer de leur corps et puis de poursuivre les cérémonies. Nous savons que nous avons des cultures chez nous où un mois, c'est trop court pour des questions de cérémonie. Le temps de rassembler tous les membres de la famille, de multiplier des réunions sur des réunions. C'est après le décès qu'on peut maintenant construire l'immeuble qu'on n'a pas construit la personne de son vivant. Franchement, des tas de choses. Donc, dans ces milieux, il y aura un peu de grincement dedans, un peu de difficulté à véritablement arrimer l'agenda des cérémonies à l'enterrement, mais il n'y a pas que ces cas. Pour les capacités que nous avons au niveau de ces morgues, nous avons des citoyens qui ne sont pas forcément d'ici, nos frères et sœurs qui travaillent dans des restaurants dont on n'a pas forcément l'identité, dont les parents ne sont pas forcément ici, et qui se retrouvent fouettés par cette tragédie, mais qu'on ramène dans ces centres et qu'on les oublie carrément parce qu'on ne sait vers qui aller, qui sont les parents qui viendront chercher véritablement ces corps. Je pense que après un mois, l'État s'autorise véritablement de procéder à l'inhumation de cette façon. Donc je pense que c'est un peu raisonnable. C'est vrai que ça va grincer un peu des dents dans nos milieux, mais souffrez que c'est pour comment on dit, c'est pour garder l'honorabilité de nos personnes qui nous sont chères une fois qu'ils sont dans ces je me demande, la question que je me pose, c'est il y a 50 ans, il y a 80 ans, il y a 100 ans, comment on faisait? Oui, est-ce qu'on gardait pendant un mois quand il n'y avait pas autant de morgues? Parce que parfois, nous prenons nos travers comme, je dois dire, des traditions. C'est-à-dire parce que les morgues sont venus, on a commencé à les implanter ici, que nous avons commencé à exagérer, nous avons trouvé que c'est ça plutôt qui est notre tradition. Sinon que traditionnellement... Il y a des cultures dans lesquelles on inhume en une semaine, mais il y a des cultures dans lesquelles, même avant les morgues, on inhumait au-delà d'un mois. Oui, non. Je pense pas. À cette époque, quelles étaient alors les techniques de conservation des corps? Justement, elles sont traditionnelles. Elles sont traditionnelles. Et qui vous permettent de garder des corps pendant 3 mois? Pas 3 mois, mais il y a des cultures dans lesquelles vous au Bénin, vous n'inhumez pas en moins de 2 mois. C'est le demande avec des techniques de conservation. 60 jours. Il y a des cultures au Bénin, qui sont des techniques traditionnelles. Il y a des cultures au Bénin où avant de mettre le sable définitif sur un mort, vous ne faites pas moins de 2 mois. Ah oui, hein? Vous ne faites pas moins de 2 mois. Je veux savoir bien quelle est cette culture-là et qui date de 50 ans en arrière, 80 ans en arrière. Je ne parle pas de nos travers nouveaux. Parce qu'il y a de nos travers nouveaux aujourd'hui qui font qu'il y a une complication de l'enterrement, des cérémonies d'enterrement aujourd'hui. On veut forcément il y a les caprices des moyens financiers. Moi, je pense par exemple aux caprices de moyens financiers dans la plupart chez les personnes qui ont connu une prospérité ou un bonheur à l'étranger ou au pays. L'inhumation d'un parent est le moment par excellence de démontrer ses muscles et combien on a réussi, combien on se démarque. Et même les parents le veulent parfois. Ils disent à leur progéniture, je voudrais que mon inhumation soit en grande pompe pour que les gens sachent que j'ai des enfants qui ont réussi, qui ont fait la ville. Parfois, ils ne connaissent même pas le village. C'est le temps de l'inhumation du parent qu'ils prennent contact. Et c'est le moment pour eux de construire, par exemple, dans une culture que je connais le mieux, en milieu Adja, il y a des collectivités dans lesquelles on n'inhume pas à l'air libre. Il faut inhumer dans une salle, dans une chambre. Pratiquement un peu partout. Dans une culture comme ça, dans une maison comme ça, rassurez-vous, c'est le moment d'aller faire la fondation de rez-de-chaussée. C'est le moment de mettre les carreaux les plus beaux. Et tout ça, c'est de l'apparat. Ça n'a rien de symbolique, ça n'a rien de forcément très traditionnel. Mais ce sont des caprices pour entretenir les billets de banque. Oui, pas sur la question
Je voudrais parler plutôt de l'autorisation pour inhumation. Est-ce que vous pensez que ce décret, dans ces dispositions-là, pourrait être applicable? Comment ça? Moi, j'ai une difficulté. Chez nous, même le certificat de décès est difficile. Même pour des gens morts dans des cliniques, morts dans des établissements sanitaires, agréés ou non, des gens ont du mal à faire ne serait-ce qu'un acte de décès pour un parent. C'est quand, 3 ans après, ils ont besoin d'aller chercher sa cotisation. Pourquoi ils ont cette difficulté? La méconnaissance de la loi? C'est tout. C'est l'ignorance. Ils ont la loi. Justement, c'est ça. Parce que je ne pense pas que ça coûte plus que les frais à la mort. Non, pas du tout. Mais par ignorance, des gens sont capables d'aller forcer la main à un agent de santé pour prendre leurs parents sans aucun acte. Et c'est quand ils ont besoin, quand entre-temps, il a préparé une entreprise et qu'il avait été déclaré peut-être à la CNSS. Si le parent peut-être, si l'agent de santé arrive à faire un travail bâclé parce qu'on lui a forcé la main, ça n'engage que lui. Et il en répondra, ça c'est sûr, parce que le décret a été et après clair, ça, et chacun devrait pouvoir... moi je vais appeler dans le décret. C'est l'aspect encore plus important. Oui, l'époque que vous évoquez, c'est sûr que dans nos familles, dans nos milieux, nous avons nos pratiques, n'est-ce pas, qui permettaient à nos grands-parents de conserver les corps, mais sur quelle durée? C'est ça la question que je sur posais. Quelle durée? Je pense que si les morgues ont prospéré dans le temps, c'est parce que ils ont l'avantage de pouvoir conserver les corps au-delà le plus longtemps possible, voyez-vous. C'est vrai que sur le continent, nous avons d'autres pays qui ont vraiment développé ces techniques. En Égypte, par exemple, où ça peut durer autant d'années. Et donc, c'est peut-être au niveau du délai que ici, au niveau moderne, on a plus de techniques. Je lis dans le décret, par exemple, un mot, thanatopratie, qui est donc là, science ou technique moderne, de préserver les déchets de la décomposition naturelle. Oui. Par rapport à l'autorisation d'inhumer, je pense que c'est là que tout va se jouer. Parce que je suis d'accord qu'on demande, parce qu'on connaît très bien la procédure, les procédures administratives souvent chez nous. Si ce serait de façon digitale, telle que nous avons aujourd'hui la possibilité d'avoir rapidement nos autres certificats, ce serait assez intéressant. Mais attention, si on n'a pas la possibilité d'alléger la procédure, je pense que ce serait peine perdue, parce que je crois que de façon digitale ça va être compliqué, non? C'est la raison pour laquelle je pose ce problème. Parce que si aujourd'hui à l'État on doit continuer, je pense que la procédure sera lourde et parce qu'elle sera administrative. Donc il va falloir trouver la procédure adéquate pour l'alléger, parce que déjà le parent qui a déjà sa douleur, qui vit sa douleur, on ne connaît même pas encore, parce que là le décret n'a pas fixé les frais. Donc, on ne connaît même pas encore les frais. On sait déjà les dépenses qu'il y a qui sont de l'autre côté et pour les obsèques en général. Maintenant, l'autorisation pour avoir ce permis d'inhumer, l'autorisation d'inhumer, c'est certainement payant. Donc, il va falloir qu'on ait aussi le montant. Parce que quand on ne joue pas sur le montant, que le montant soit officiel et que ça va varier selon les communes. C'est possible. Et l'autre aspect, on va évoluer vraiment parce que ça ne va pas dépasser le budget. Vous savez, justement, par rapport à cette autorisation, moi, j'ai un petit souci avec les articles 54, les articles 62 et l'article 8. Pourquoi? L'article 8 dit surtout les prestations liées à la gestion d'un cimetière comprennent l'inhumation, l'exhumation, l'entretien des sépultures, les érosions. Je m'arrête à l'entretien des sépultures et je reviens maintenant à l'article 52 qui dit: une sépulture en état de dégradation fait objet de refondation sur autorisation préalable du secrétaire exécutif de la mairie. Les travaux sont réalisés sous la supervision d'un représentant de la mairie. Et ici maintenant on dit, en cas d'abandon de fosse et après mise en demeure adressée à la famille, la mairie procède à la transformation de la fosse pour en faire une nouvelle. Je m'arrête là, je m'arrête là pour vous dire quelque chose. Si éventuellement la mairie a l'obligation d'entretenir les fosses, d'entretenir les sépultures, et que après, quand maintenant il y a fossé dans les caveaux, ou que la sépulture se dégrade, qu'on demande maintenant à la famille de revenir faire le travail qu'il faut, il y a un problème. La mairie a l'obligation d'entretenir. De reprendre les dalles, de reprendre les poids, si on entretient bien, l'entretien c'est tellement désherbé, c'est certainement balayé, c'est aller dans le cimetière aujourd'hui, vous allez constater que vous allez dans le cimetière tout de suite, aller
de Aouida, dans les cimetières que vous connaissez très bien, vous allez remarquer que ce que nous sommes en train de dire est flagrant. Il faut la suite est intéressante. Vraiment les ossements issus de cette transformation de sépulture seront voilà. Donc il faut responsabiliser la mairie aujourd'hui. Parce que quand vous payez pour inhumer vos parents et que vous venez, que vous n'avez même pas la possibilité d'avoir accès à la tombe parce qu'il y a des herbes un peu partout, il faut véritablement que la mairie commence par faire son travail. Vous permettez finalement de vous relancer. Allez-y. Permettez-moi de vous relancer quand même. Quand on dit entretien, il ne s'agit pas de reprendre toute la tombe, il ne s'agit pas de reprendre, je crois, la dalle qui couvre la tombe. Alors, si la dalle s'affaisse, vous ne demandez pas au secrétaire exécutif de la mairie de venir le faire. Et je crois que le cas où on demande à la mairie de reprendre tout cela, de vider tout cela et d'affecter notre corps à cette tombe-là, c'est le cas où on a quand même des dalles qui s'affaissent, que le contenu est totalement vidé, qu'il y a même de la profanation en cours, etc. Et que les parents de ces défunts-là n'ont même pas le réflexe d'aller reprendre les tombes pour pouvoir leur donner un aspect assez attrayant. Sinon, ça a vous avez bien fait de parler de sécurité. Vous avez parlé de profanation. Qui sécurise justement? On a dit la mairie, je crois que c'est tranché. Mais voilà, je pense que oui, l'article apporte une réponse aux préoccupations de l'URIJ parce que par le passé, personne ne se préoccupait de ça. Et quand même vous enterrez votre parent... Désormais c'est clair, on sait que c'est la mairie. Revenons au délai de 30 jours pour une main. On dit que quand ça dépasse ça, que l'État procède je dois dire, à l'inhumation dans une fosse commune. Comment est-ce que l'État va faire? Si moi j'ai comment est-ce qu'on appelle, ma morgue privée que je gère, que le client vient, il veut conserver son truc sur 2 ans, et que moi ça me fait ramener de l'argent. L'État n'attend pas que je l'appelle pour lui dire ici, il y a encore qui a fait plus de 30 jours. C'est en cela que je dis que le décret règle beaucoup de problèmes. Moi je suis un commerçant, moi je veux bien garder le corps pendant 10 ans. L'État règle un problème, le gouvernement, à travers ce décret, mais il y a des vides qui risquent d'entretenir l'illégalité ou des pratiques sournoises. Vous voyez, il suffit par exemple dans le cas de ce commerçant véreux, comme ils le sont presque tous les promoteurs de morgue, d'ajourner toutes les fois la date d'arrivée de ce corps et le problème est réglé. Ou juste pour fuir le délai de 30 jours, par exemple, des gens délibérément conserveront leur corps à la maison. Mais le certificat de décès, comment on fait? S'il y a un certificat de décès, c'est pour cela justement je disais que en arriver même à un permis d'inhumation, c'est presque un leurre, parce que dans certains milieux, ça va marcher à Cotonou, à Bomekalavi, Parakou, Boïkon. Mais à part cela, je ne sais pas, pour des gens qui meurent à la maison, qui n'ont pas de certificat de décès, vous ne connaissez même pas leur date de décès, ne leur demandez pas, quand leurs parents meurent à Tchatchou, quelque part, et ils vont faire le tour, aller à Tchaourou Centre, pour aller se faire un papier auprès du secrétaire exécutif. À 2500. Ils le feront dès qu'ils le pourront, sinon ils inhumeront dans l'illégalité totale. Non, je pense que par rapport à cette déviance, il faut la peur du gendarme. Autrement, nous savons, puisque c'est un business qui rapporte beaucoup, comme vous l'avez dit, beaucoup trouveront l'idée de contourner ce verrou, le temps de garder autant qu'ils le veulent, autant qu'ils le souhaitent. Je crois qu'il faut un délai pour la déclaration de décès. Et là, ça permet, je crois, de fixer déjà... Combien déclarent les décès? Même à Cotonou. Après, ça peut nous amener à voir... Là qu'il faut travailler. Après, le décret peut nous amener à avoir de bonnes habitudes, notamment la déclaration de décès. On doit savoir que la loi reste la loi, le décret a fixé nous a fixé sur certains points. Il reste des points d'ombre clairs et il va falloir maintenant que la conscience individuelle s'arrime avec la conscience collective pour que, de façon intelligente, qu'on n'ait pas trouvé dans les failles de la loi. Mais ce que William Etratin dit tout à l'heure là est vérifié. Effectivement, si vous avez ce commerçant, je suis effectivement promoteur d'une morgue privée, et comme on voit une dépouille qui excède 30 jours, moi c'est mon business. Donc si l'État n'a pas la possibilité de contrôler, mais moi je fais mon business. C'est vrai que là, ce promoteur tombe sous le coup de la loi, mais dites-moi, la loi reste la loi. On a vu beaucoup de décrets qui ont été pris, mais dans leur application, ça pose problème. Donc il faut véritablement que l'application vienne.
moi, je pense que l'autre grand silence de ce décret, c'est combien coûte, notamment dans les grandes villes et peut-être en milieu rural, le séjour d'un parent. Ben ouais. Écoutez, c'est une grosse spéculation. Oui, mais c'est pas rien. C'est un domaine. C'est une activité libérale. C'est juste. Mais c'est le business de la mort. Vous avez besoin de garder le plus longtemps possible votre parent défunt, le corps de votre parent défunt, dans une morgue qui est le moins cher possible. Cherchez sur, sur le répertoire des morgues installées sur votre territoire. Pour convertir les pratiques traditionnelles. Là où moi j'attendais le décret et que je ne l'ai pas eu, c'est la question, je dois dire, des funérailles onéreuses. Là-dessus, je crois que vraiment... C'est le arbitre de chaque membre de famille. Mais à côté, moi, sur la question du coût, ce que j'aimerais rapidement ajouter, c'est que, en fait, pour sensibiliser ceux qui sont encore aux pratiques traditionnelles, un coût acceptable, notamment au niveau des morgues relevant des établissements publics, permettrait d'être un peu plus contraignant sur l'aspect de ce qu'il ne faut plus conserver vraiment. Si jamais on baisse le coût dans les morgues, ça va rallonger 15 ans. À rallonger le séjour des corps. Évidemment. Si on peut mettre même ça à 200 000 par jour, je suis sûr qu'il y a très peu de familles qui vont travailler à conserver le corps de leurs parents pendant 30 jours. Allez les gars, on va mettre un thème sur on va mettre un thème sur cette émission. Merci d'avoir été là. Mesdames et messieurs, c'est vrai que le débat est allé dans tous les sens. Merci quand même d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Ce que je ne comprends pas, il y a des films qu'on interdit à partir de 10 ans. Et vous allez constater que ces films-là sont passés dans la journée. Vraiment, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que dans la journée, l'enfant est en éveil. Oui, ce qui est sûr, les parents vont aller quelque part pour aller faire leur job. Et à la maison, l'enfant va profiter, surtout ces temps de vacances-là. Donc, je vais profiter de l'occasion pour demander au nouveau président de la RAC de commencer par sanctionner. Puisque c'est la RAC qui est en charge de sanctionner cela. Puisque vous-même, vous allez constater qu'ils ont dit interdit au moins de 10 ans. Et pourquoi le passer dans la journée? Normalement, c'est dans la nuit profonde qu'on doit passer ces films-là. Moi, ce que je ne comprends pas, il y a des organes de régulation des chaînes de télévision nationaux. Donc, c'est ces organes-là qui vont appeler à l'attention de ces promoteurs de chaînes de télévision. Quels sont actuellement, normalement, c'est dans la journée, c'est souvent les dessins animés, des activités qui amèneront les enfants. En fait, si on parle déjà de ces séries de films interdits de 24 ans, c'est à ces gens-là de les rappeler à l'ordre. Surtout que nous avons aujourd'hui à la tête de la RAC un professionnel, un ancien, un sachant à la tête de cette institution. Donc il n'a qu'à vraiment rappeler à ces chaînes, les ramener à l'ordre, de savoir ce qui va passer dans la journée pour ces enfants qui sont actuellement à la maison de façon permanente parce que les parents sont appelés à des obligations de service, de marché. Donc c'est à eux de ramener quand même à ces organes de réguler et de savoir ce qu'il faut présenter dans la journée pour les enfants, pour que les enfants puissent s'amuser devant les écrans. Ce que je ne comprends pas, je vois sur la télévision Novelas, on passait des films interdiction aux enfants moins de 10 ans. Mais je ne comprends pas. On a dit interdit aux enfants de moins de 10 ans. Et dans la pleine journée, il y a les enfants qui sont en éveil. Beaucoup sont en éveil à l'heure là. Et voilà qu'on a écrit interdit aux enfants moins de 10 ans. Et ces enfants sont en éveil et ils regardent la télévision. Moi, dans ce cas-là, je ne comprends pas bien ce qui se passe. Ce que nous ne comprenons pas, pourquoi les autorités de l'audiovisuel et de la communication laissent passer ces films ou ces feuilletons obscènes-là à la portée des enfants de moins de 10 ans,
les films même pornographiques, ce n'est pas bien. Je crois qu'il faut qu'ils prennent leurs responsabilités, ce que nous ne comprenons pas. Mais je voudrais désormais qu'ils prennent leurs responsabilités pour canaliser un peu et qu'on sache qu'au moins au-delà de minuit et 1 heure, peut-être on passe ces choses-là pour les adultes. Parce qu'on suppose déjà qu'à cette heure précise, ils se seront déjà endormis, les petits-enfants. Donc c'est une question de prise de responsabilité des responsables de l'audiovisuel et de la communication. C'est important. Ce que je ne comprends pas, c'est un sujet où c'est des magazines qu'ils appellent ou des films qu'ils appellent qui engagent beaucoup de propriétaires, de parents d'élèves, de parents aujourd'hui. Aujourd'hui, nos enfants sont en vacances et nous n'avons pas les moyens de les amener ailleurs. Nous allumons la télévision pour les garder à la maison. Les chaînes de télévision, il y en a en foison aujourd'hui. Mais les films qui passent, que nous, parents, nous ne voulons pas que nos enfants les voient, c'est à des heures à laquelle nous nous trouvons, peut-être dans nos petits boulots, qu'on dit, bon, suivez la télévision. Ne sortez pas. C'est de ces films d'horreur qui, moins de 10 ans, moins de 5 ans, comme les gens passent à la télé. C'est désolant. Et si ces films-là, que ces chaînes-là, qui passent de ces films-là, sont-ils aussi conscients de ce qu'ils font? Ils ne peuvent pas créer des magazines pour les vacances, pour les enfants, que de prendre souvent des films venus d'ailleurs qui ne nous correspondent pas, qui ne ressemblent pas à nos enfants. Nous avons nos mœurs. Mais aujourd'hui, quand tout le monde dit, si ce n'est pas la télévision, c'est aujourd'hui le portable qui est en train de mettre en mal les enfants que nous éduquons à notre façon. Mais nous, parents, on est dépassés parce que ce n'est pas nous qui tournons les télévisions. Dites-leur, eux, ces télévisions-là, de faire des programmes ou bien des productions pour passer les trucs sur des vacances dans mon pays. Il y en a le tourisme dans le pays que tout le monde ne connaît pas. Les enfants ne peuvent pas y aller. Ils n'ont qu'à faire passer des trucs, vous savez, au Dassa, Niki, et puis des trucs comme ça, comme film. Bonjour à tous. La réforme du secteur funéraire au Bénin est le principal sujet que traite la presse nationale ce mercredi. Toutefois, certains confrères publient aussi des faits actuels sur la politique, la décentralisation, l'éducation, l'économie, la société et consorts. Sur la principale actualité, on démarre avec Fraternité qui placarde en manchette secteur funéraire au Bénin. Des réformes, oui, mais l'application surtout. Le journal, dans ses pages 3, 4 et 5, donne tous les détails du décret numéro 2024-991 en date du mercredi 19 juin 2024 portant réglementation du secteur funéraire au Bénin. Mes confrères de Ménotin pensent que Talon met enfin de l'ordre dans le secteur et félicite Meda Koudébi pour ses longues années de lutte. Nord-Sud quotidien invite à tout comprendre de la réforme. L'autre quotidien va plus loin et précise que l'État donne 15 jours pour retirer les corps abandonnés. Après le 30 juillet 2024, ces corps seront inhumés dans les fosses communes, alerte le journal. Sur cette même actualité, le matinal détaille que la fabrication de cercueils est désormais réglementée. La crémation désormais possible à condition, ajoute le quotidien. C'est pourquoi Bénin Intelligent préfère parler de la grande toilette du secteur funéraire au Bénin. Le Télégramme aussi publie le décret et informe même que l'entrée dans les cimetières est interdite à certaines personnes. L'emblème du jour, le potentiel et Matin Libre publie également le décret. On reste avec Matin Libre pour changer de sujet. Le journal anticipe sur la fête de l'indépendance au Bénin et se demande si Talon va accorder la grâce présidentielle aux prisonniers.
Le quotidien semble aussi plaider le cas des nombreux prisonniers politiques et rappelle enfin qu'il y a nécessité de désengorger les prisons au Bénin. Politique, mais au plan sous-régional, c'est Dabarou qui attire ce matin l'attention sur les conséquences malheureuses du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Mes confrères de Parakou pensent que les peuples sont les grands perdants. Décentralisation et administration locale au Bénin, l'emblème du jour, demande à quand la déviation de nouveaux chefs de quartier avec la photo du ministre de la décentralisation en manchette. Mon confrère dénonce ce retard qui constitue un blocage pour le fonctionnement de l'administration au plan local. Dans la justice maintenant, le